Salut Fabien, bienvenue au studio Frandroid. Bon retour Julien, on t'a voilà. vu hier. Bonjour. Fabien, est-ce que tu peux te présenter? Ouais, alors je m'appelle Fabien Devos. Je suis donc développeur Android dans l'équipe Core Android chez Facebook. J'ai rejoint Facebook il y a 9 mois maintenant. À la base, j'étais dans une startup qui s'appelait Lightbox, basée à Londres. Pendant un an, et cette startup qui faisait une appli de photos sur Android s'est fait racheter comme acquisition de talent par Facebook. C'était donc l'acquisition s'est fait printemps de l'année dernière. Ok. Et l'équipe a rejoint les locaux californiens en octobre. Donc tu as fait le grand saut de la petite mare il y a 9 mois. C'est ça. Comment ça se passe l'installation? Ça se passe très bien. Facebook de toute façon, il n'y a pas de souci, hein, ils nous ont tous fait déménager, donc y compris les familles. Ok. Moi j'étais tout seul, mais j'étais avec donc, toute l'équipe de Lightbox. On était 7 personnes à rejoindre Facebook, y compris femmes et enfants. Donc, mais même pour eux, ça s'est très bien passé. C'est un recrutement à prix élevé pour Facebook. Justement, chez Facebook, comment ça se passe le développement sur Android? Alors comment ça se passe? Déjà, fallait venir voir ma conférence, mais je suis désolé, je connaissais des entreprises. mais comment ça se passe? Julien, lui, il peut te challenger sur la conférence. Ah, très bien. Il est là pour ça. Nous, on s'est réorganisé maintenant en deux, on va dire, deux parties. L'équipe dont je fais partie, c'est l'équipe Core Android ou infrastructure, donc qui fait à la fois le framework, les outils, l'analyse statique de code, tout ce qui peut aider les développeurs Android à faire du code Android de qualité, les tests aussi, l'intégration continue et évidemment publier l'appli sur le Play Store. Par contre, chaque équipe produit, donc photos, newsfeed, événements, Facebook, chaque équipe produit a sa propre équipe de développement mobile. Okay. Donc chacun est responsable de sa partie sur l'appli Android. L'intégration continue chez Facebook, ça ressemble à quoi? C'est quoi les technologies que vous mettez en place pour ça? Ah ouais, toi t'as pas vu la... Non, j'ai vraiment pas vu la le mec qui a pas vu mais la... ça tombe bien parce que de toute façon les gens qui n'auront pas vu la conférence non plus. Alors en fait nous on utilise... Excuse si je te fais radoter. Non, pas de problème. On utilise Buildbot. Alors ce qui est très couramment utilisé c'est Jenkins. Nous on utilise Buildbot simplement parce que c'est plus flexible et surtout plus customisable et plus intéressant pour du déploiement multi-machine, dans le sens où il y a un master et puis Jenkins le permet aussi, mais Buildbot est plus souple, un master avec plein de slaves. Ce qui nous permet de faire tourner ça sur les serveurs de Facebook, évidemment, de rajouter des serveurs au fur et à mesure que l'équipe grossit et d'avoir une intégration continue qui est capable de, pour chaque ce qu'on appelle un diff, qui est une pull request, pour chaque changement de code, recompiler l'appli, réexécuter tous les tests unitaires, réexécuter tous les tests d'intégration, refaire une passe d'analyse statique du code et également faire des tests avec des émulateurs, voire même des vrais devices sur des performances, sur de la vie de la batterie et puis pour adresser le problème de la fragmentation d'Android, différents types de terminal. Et tous les résultats reviennent dans notre outil qui s'appelle Fabricator, qui est open source et qui intègre en fait tous ces aspects-là, à la fois le code review, mais aussi tous les retours. Donc, est-ce que pas seulement les tests, mais est-ce que le build est passé ou pas? Est-ce que le test unitaire est passé ou pas? Est-ce que le test d'intégration est passé ou pas? Et les warnings que nos outils d'analyse statique de code, les problèmes qu'on va détecter sont remontés si je peux directement sur l'outil. Une petite question, moi j'ai été surpris dans le talk Facebook vs Square, c'est que Square a pris position sur en gros les outils maintenant qui sont vraiment utilisés, c'est vraiment les trucs qui ont la popularité, quoi. Et j'ai été surpris, donc il n'y a pas de prise de risque. Facebook, justement, à chaque fois c'est bon, on sait qu'on n'utilise pas le truc que tout le monde utilise, mais nous on utilise ça parce que comment ça vient? Est-ce que c'est par les usages des développeurs eux-mêmes ou c'est des choix stratégiques derrière? Alors en fait c'est plutôt, ça vient de nos besoins. On sait
complètement vrai ce que tu dis. En fait, en général, ça a été à chaque fois un besoin parce qu'on a rencontré à l'échelle de Facebook, on a rencontré des problèmes que les autres développeurs n'avaient pas encore forcément eu. Notamment quand on a créé Buck, c'était avant que Google annonce, quand on a commencé à travailler sur Buck, qui est notre outil de build, c'était avant que Google annonce Gradle et qu'ils allaient complètement switcher. Et nous, on en avait déjà besoin parce qu'on avait un code qui était tel qu'on avait besoin d'un système qui soit souple, qui nous permette de produire différents binaires avec différentes customisations, qui mettent en cache les sous-modules. Donc tu compiles ton sous-module, mais tu le recompiles pas si tu fais une modif dans un module à côté, donc c'est plus rapide. Pareil, on a très très vite utilisé IntelliJ. À l'époque où tout le monde utilisait Eclipse, il se trouve que nos risques, pour l'instant, nos risques sont plutôt payants puisque maintenant tout le monde est en train de rebasculer sur IntelliJ, y compris Google qui a annoncé l'Android Studio. Donc c'est vraiment drivé par nos besoins. C'est pas stratégique, c'est plus quand on a besoin de quelque chose, on le fait. D'accord. Il y a un aspect culture d'entreprise très fort aussi parce que sur le développement web, c'est déjà, c'est déjà ce qui vous drive, c'est-à-dire que il y a eu, je me souviens pas forcément des noms des technos, mais ce qui compile votre code PHP, etc., etc. À chaque fois que Facebook rencontre un besoin, il y a une techno qui est développée. Moi je trouve ça assez naturel finalement que dans le développement mobile ça se retrouve aussi, quoi. Puis c'est des besoins démultipliés que vous avez. C'est des besoins démultipliés, c'est des besoins qui ne sont pas forcément à une échelle que le développeur classique rencontre. Effectivement, tu parles de notre compilateur PHP vers du C. On a eu aussi Hive, qui est notre système de base de données distribué. Donc maintenant, on a Buck. Je pense qu'on n'est même pas encore satisfait, quoi. On voudrait publier encore plus en open source et on essaye toujours de trouver des éléments de notre code qui sont réutilisables, qui sont intéressants pour d'autres. Pour la communauté ou pour la communauté, qui pourraient servir à d'autres. Et nous, notre valeur chez Facebook, c'est les utilisateurs Facebook, c'est la communauté Facebook. C'est pas notre code. À la rigueur, si on open sourçait complètement le code de Facebook. Je ne sais pas si ce serait si dérangeant que ça. En tout cas, on en a open sourcé des grosses parties avec nos compilateurs PHP. Sur ça, j'ai une question. J'avais bien aimé, effectivement, tu disais, on va essayer justement de faire plus d'open source parce qu'on en sent l'intérêt. Et au contraire, quand tu regardes dans le à propos, je crois, ou quelque chose comme ça de l'appli, vous avez intégré pas mal de libre. C'est l'avantage de l'open source, ça marche dans les deux sens. On utilise aujourd'hui énormément de bibliothèques. On réinvente des fois des choses quand on a effectivement des besoins spécifiques. Par exemple, le build system, on n'avait pas quelque chose qui existait qui répondait à nos besoins. Par contre, effectivement, on utilise énormément Guava, par exemple, qui est la bibliothèque Java open source de Google. On utilise Jackson, qui est le parseur JSON. En France, Accra. On est content de le mettre dans. On utilise Accra. Alors bon, ce qu'il faut savoir, c'est que Accra, l'avantage de l'open source, on l'a quand même énormément modifié pour nos besoins. Donc aujourd'hui, on a un fork en interne de Accra qui est quand même qui ressemble plus beaucoup à l'Accra open source. Mais c'est vrai qu'on a utilisé ça et on continuera d'utiliser toutes les libs qui nous paraîtront. La période Katana, on en est complètement revenu. Ouais. Katana, c'était la version web de. C'est ce que vous appelez Katana. En fait, c'est le nom pour les geeks, c'est le nom du package. C'est com.facebook.katana. Donc c'est toujours com.facebook.katana parce qu'on sur le Google Play Store on change pas le nom du package. Par contre, oui, le côté web, donc c'était en décembre, il me semble, si ma mémoire est bonne. On a effectivement annoncé la réécriture complète du newsfeed en natif. Donc on a une équipe qui a bossé très 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 dur là-dessus, qui a fait un bon boulot, je trouve. On en est revenu parce que effectivement les utilisateurs se plaignaient que les WebView n'étaient pas assez performantes. On les a entendus. On aimait bien la souplesse que nous proposait WebView, où effectivement tu changes ta page web et puis tu peux proposer une nouvelle expérience utilisateur sans avoir à mettre à jour l'appli. On aimait bien cette souplesse-là, mais
on a vu que ça passait pas niveau performance et du coup on a tout réécrit. Je remercie Facebook d'avoir fait ça. C'est un truc tout simple, mais chez Level Up Studio, on donne du conseil aux entreprises pour structurer leur projet mobile. Et une des premières questions du mobile, c'est WebView, natif. Mais voilà, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je fais un truc cross-platform? Est-ce que je fais de la web app? Et on est les premiers à dire que le natif, c'est tellement plus performant que dès que tu fais pas un flux RSS, ça devient intéressant. Et quand tu leur as dit, mais prenez l'exemple de Facebook, qui même avec les capacités qu'ils ont derrière, ils ont donné ce qu'ils ont pu sur le web, et au bout d'un moment, l'expérience utilisateur n'allait pas, alors que beaucoup d'applis, de projets, même qui démarrent en France, n'ont pas beaucoup plus d'ambition. Et les mecs voudraient faire des économies de partout. Et je me suis dit, mais non, regardez, même les bons, ils n'y arrivent pas. Redescendez un peu sur terre, quoi. Au niveau de ça, moi je pense que c'est surtout quand c'est le cœur d'expérience utilisateur. Bon, par exemple, le newsfeed sur Facebook, ça vaut particulièrement le coup parce que c'est sur le newsfeed que l'utilisateur passe le plus clair de son temps. C'est ça qui va scroller en permanence. Si, là je parle pas de Facebook, mais d'une appli en général, s'il y a une petite fonctionnalité qui est en WebView, c'est pas forcément grave, mais si le cœur d'utilisation de l'appli, l'endroit où 80% du temps est passé par l'utilisateur, si ça c'est en WebView, effectivement ça pose des problèmes. Problématique. Et du coup, Julien, toi tu disais web versus natif, mais c'est vrai que c'est plus WebView versus natif parce qu'en l'occurrence, le site web mobile de Facebook, lui, a toujours été très réactif. Il marche très bien. Et c'est ce qu'on reprochait pas mal du coup à l'appli, c'est que ça allait souvent plus vite d'aller sur le site web. On a eu le problème que plein de gens ont rencontré. Les WebView sur iOS et sur Android ont toujours eu ce problème d'être en retard par rapport au browser. Ouais. Et malheureusement, on n'avait pas les mêmes capacités sur une WebView que sur une vraie page web. Chez Google, c'est d'ailleurs pas les mêmes équipes qui travaillent, alors qu'on s'imagine pourtant que les problématiques sont quand même relativement proches. Et en fait, c'est pas développé au même endroit. Mais je trouve que maintenant, du coup, le positionnement techno sur ça de Facebook est vraiment le bon, de se dire j'ai ma web app au cas où, pour être sûr que je fournis le service si le mec il y vient une fois de temps en temps sur le mobile et qu'il n'ait pas besoin d'avoir une appli, mais dès que je veux avoir un truc où j'y viens tous les jours, le natif vient faire quand même quelque chose de vachement mieux. Et au final, les deux peuvent bosser ensemble, faire des trucs séparés parce qu'ils n'apportent pas le même service. Mais il ne faut pas croire que la web app, de mon point de vue, suffise à tout le monde, quoi. Clairement, on garde les deux de toute façon. On développe activement les deux et maintenant qu'on a fait un petit peu le virage du mobile et qu'on essaye de pousser le mobile le plus possible, on développe les fonctionnalités de Facebook très souvent en priorité sur mobile. Et donc sur mobile, ça veut dire Android et iOS évidemment, mais ça veut aussi dire site web mobile. En tant qu'utilisateur, s'il pouvait y avoir des améliorations sur la batterie, je dirais vraiment, ça c'était le petit troll. Alors je l'ai pas forcément développé dans mon talk, mais on regarde ça de façon très attentive et on a maintenant des tests qui testent spécifiquement la consommation batterie. C'est vachement compliqué en plus. Et on a des gens qui travaillent là-dessus, c'est compliqué. Mais on y travaille. Toi Julien, tu l'as testé Facebook Home? Alors Facebook Home, non, pour une raison qui est simple, c'est comme on fait des widgets dans Beautiful Widgets, c'est vraiment notre cœur de métier avec et après on a un client Twitter qui embarque du Facebook. Donc moi pour le boulot, Facebook devient parallèle et plutôt sur la partie communication et je me sers de Facebook plutôt pour illustrer des bonnes pratiques ou des pratiques qui parfois l'adhèrent moins sur la partie conseil, mais on n'a pas eu besoin de venir sur Facebook Home, donc je l'ai testé après en tant qu'utilisateur. Moi je suis convaincu que sur Android il y a des choses très intéressantes à faire sur les Home, mais il faut garder un cœur de fonctionnalité. Et donc les widgets sur Android me paraissent une vraie valeur ajoutée. Ce qu'il faut savoir, c'est que Facebook Home peut aussi s'utiliser uniquement en lock screen. Donc tu peux avoir la fonctionnalité principale de Facebook Home qui est donc avoir ces belles images en plein écran où tu peux liker très facilement, commenter, etc. Tu peux avoir ça uniquement en lock screen et garder une Home différente. Donc on a cette option là et moi je pense que c'est une bonne idée pour les gens effectivement qui veulent pas avoir une Home
autre que la home de base ou qu'une home classique, on va dire, ça marche plutôt bien. Donc tu as toujours, Mais je trouve toujours l'expérience Facebook Home grâce à ça. l'approche de Facebook Home, alors au-delà de la façon dont ça a été implémenté derrière, moi, j'aurais des petits reproches, mais bon, c'est pas le sujet, mais Je transmettrai. l'approche de l'idée de se dire, sur Android, on peut faire des homes, et actuellement, les homes sont faits par des petits acteurs. Et je suis sûr qu'il y a des gros acteurs qui peuvent avoir de la valeur ajoutée à aller apporter à une home, et qu'il y a enfin un gros acteur qui se dise, moi, je veux apporter ma valeur là-dessus, il y a vraiment quelque chose à faire. Voilà, moi il me manque quand même, il faudrait que cette démarche soit faite tout en se disant que sur la home, il y a 2-3 trucs qui sont obligatoires et qui font la valeur d'Android. Alors après, sur Facebook Home, il faut aussi savoir que nous, on court un marathon, on ne court pas un sprint. Et sur Facebook Home, on va continuer d'itérer, on va Il va y avoir une roadmap évidemment, comme ça. comme je l'ai présenté, dans nos process, il y a évidemment d'intégrer les retours d'utilisateurs et on va continuer d'itérer et d'améliorer Facebook Home. C'est que le début. Alors je sais pas si toi tu as de gros contacts avec l'équipe marketing, mais est-ce que tu conseillerais l'idée comme ça, vous avez sorti une première version qui était tout à fait fonctionnelle, mais où il y a eu tout de suite un retour à dire mais on sait très bien qu'il y a des choses à rajouter, mais les widgets c'est un des premiers trucs, ça dit mais normalement ça devrait arriver, vous inquiétez pas. Qu'est-ce que tu conseillerais toi à des échelles plus petites, à d'autres éditeurs, mais est-ce qu'il vaut mieux sortir une appli en se disant ça y est, j'ai le noyau dur minimum où je sais que les utilisateurs, si ça y est pas, ça va gueuler, ou à partir du moment où on a un produit qui est déjà de qualité, même s'il manque 2-3 fonctions, le sortir quand même? Bah, j'ai envie de te dire, l'iPhone est sorti sans le copier-coller. C'est vrai. Voilà, moi je pense que il faut sortir un produit parce qu'il n'y a rien de plus important que d'avoir des retours d'un utilisateur. Et il n'y a rien qui remplace ça. Donc plus tôt tu sors ton produit, mieux c'est. Ouais. Après, c'est pas forcément évident de tracer la ligne. C'est-à-dire où est-ce que tu mets. Donc on parle beaucoup de minimal viable product. Ouais. Maintenant, c'est bien joli, mais où est-ce qu'il s'arrête? Quel est le minimum en fait? Puis combien vont dire j'ai sorti une appli et en fait ce que je pensais que les utilisateurs allaient faire avec et ce qu'ils en font vraiment, c'est complètement différent. C'est pour ça que c'est important de le sortir et de le lancer au moins, pas forcément dans le grand public tout de suite, mais au moins pour des utilisateurs bêta. C'est pour ça que Facebook Home au début a été, même si effectivement certains auraient voulu l'avoir tout de suite, a été d'abord lancé sur un choix de device restreint, sélectionné, sur lequel on avait testé le produit. On savait que c'était des devices qui avaient la capacité de proposer une belle expérience utilisateur, qui avaient assez de puissance aussi, etc. Donc c'est une des nombreuses façons de faire ce dont on a parlé aussi dans la conférence du progressive rollout, c'est-à-dire d'abord montrer le produit à une petite base d'utilisateurs, avoir des retours avant d'aller à 100% d'utilisateurs. Après, malheureusement, je pense que les petits éditeurs, contrairement aux gros, sont beaucoup plus stratégiquement influencés par ce qui va être rating, ce qui va être commentaire. Et autant Facebook peut avoir une bonne image de com, quitte à ce qui est un pourcentage, je sais pas, 10-20% à la louche, de mauvais commentaires, parce que sur le volume ça se voit plus. Sur un petit éditeur, quand il y a 100 commentaires et qu'il y en a déjà une vingtaine qui ressortent de mauvais, je pense que c'est très difficile à vivre. Moi j'ai tendance à dire Beautiful Widget, là on travaille les prochaines semaines, on espère avoir une nouvelle appli là, qui va venir, tout à fait humble on ne vient pas révolutionner le monde, mais on est en train de se dire que justement nous on a déjà la version 2 est prête et conceptualisée, et on est parti sur se dire la version 1, qu'est-ce qu'on y met, qu'est-ce qu'on n'y met pas, justement parce qu'on se dit si on n'y met pas des trucs et qu'on nous reproche de ne pas les avoir mis, c'est plus difficile à vivre que de nous reprocher des bugs, des trucs comme ça. Les bugs, c'est normal qu'on nous les reproche. Mais moi je pense que c'est un bon problème à avoir à partir du moment où tes utilisateurs te demandent je veux absolument cette feature. Des fois les utilisateurs ne sont pas forcément les meilleurs juges de quelle feature il faut ajouter ou pas ajouter, ou surtout ils sont pas d'accord entre eux, c'est pas forcément évident, mais en tout cas je pense que c'est quand même mieux de sortir le produit même s'il manque 2-3 trucs, quitte à bosser le plus vite possible pour les rajouter si ça apparaît indispensable.
Après, au niveau des ratings sur le market, je suis pas complètement d'accord avec toi dans le sens où c'est vrai qu'on peut croire que c'est noyé dans la masse. Maintenant, il y a un effet qu'on connaît tous très bien, c'est que les utilisateurs mécontents sont ceux qui crient le plus. Et quand on est à une échelle comme celle de Facebook, on a 1,1 milliard d'utilisateurs, je suis plus sûr des chiffres, mais au moins 1 milliard. La petite minorité qui crie fort, elle crie très fort, parce que 1% d'un milliard, ça fait beaucoup de gens. Donc si on y fait quand même très attention, nous aussi, même à notre niveau, si c'est quand même quelque chose qu'on surveille en tout cas. Surtout à l'échelle de Facebook, un groupe d'utilisateurs mécontents, il fait la une d'un journal, quoi. Donc, oui. Et ça arrive. Ouais. Mais surtout, alors vous c'est peut-être plus dur justement par le volume, mais par contre sur les petits éditeurs, je conseille à tous de répondre sur le Play Store. Les utilisateurs ont ça, moi je trouve d'assez honnête, c'est que si tu les écoutes, si tu leur réponds, derrière ils mettent à jour commentaires, notes, tout à fait. Et c'est ultra positif. Alors je pense que peut-être vous, déjà nous notre volume, il prend une personne quasiment à temps plein. Sur votre volume, je préfère pas savoir l'équipe support ce qu'elle donne. Mais voilà, moi je te conseille vraiment ça, c'est un pays. Du coup, Fabien, est-ce que tu as pu te balader un petit peu hier au DemoCamp, etc., aux différentes conférences de la DroidCon et ce matin aussi? Qu'est-ce que tu as pensé et qu'est-ce que tu attends du reste de la DroidCon, mais c'est pas possible parce que tu prends ton avion. Qu'est-ce que tu as pensé de cette journée et demie de DroidCon de ton côté? Moi j'ai trouvé que c'était globalement un succès. J'ai vu que des gens contents. J'ai discuté avec pas mal de monde qui m'ont tous dit que ils avaient appris des choses, que les conférences étaient intéressantes. Puis il y a du monde, il y a beaucoup de personnes qui sont très intéressantes à rencontrer. Donc même au-delà des conférences, ce qui est important, c'est aussi rencontrer d'autres développeurs, échanger sur les pratiques. Et j'ai vu ça pendant la journée et demie, donc pour moi c'est très 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 positif. Est-ce que tu trouves que la communauté francophone des développeurs Android se porte bien et est-ce que tu penses qu'il manque quelque chose? Si oui, quoi? Alors c'est un peu compliqué parce que moi j'ai connu la communauté parisienne, mais j'ai aussi connu la communauté à Londres et maintenant la communauté à San Francisco. Je trouve que la communauté française est vraiment bien, elle est géniale. Le seul petit souci, je ne sais pas si c'est un vrai souci, mais c'est pas encore au niveau de Londres. J'aimerais voir à Paris la même dynamique que j'ai pu voir à Londres. Évidemment, San Francisco, la Silicon Valley, c'est pas comparable. C'est autre chose, ouais. Mais c'est vrai qu'à Londres et à Berlin aussi, ils ont réussi à lancer des dynamiques. Je parlais avec Kevin, que vous connaissez peut-être. Londres et je pense qu'il faudrait s'inspirer de ce qu'on a fait à Londres, de ce qu'ils ont fait à Londres. Notamment, peut-être, je sais pas, faire plus de hackathons, plus de projets comme ça. Maintenant, je suis sûr que cette communauté en a complètement les moyens, quoi. C'est une communauté qui est très intéressante. J'ai des petites questions qui arrivent sur les commentaires YouTube. Est-ce que ça serait possible d'avoir un peu d'infos sur les chat heads? Sont-ils amenés à évoluer et d'où sort cette si bonne idée? Alors, Chathead, amené à évoluer, je ne sais pas. Je pense que ça marche en soi. Je ne sais pas vers quoi ça pourrait évoluer d'autre. J'ai pas vraiment de réponse à ce sujet-là. D'où vient l'idée? C'était un peu... déjà, ça vient de deux choses. Ça vient du fait que ce soit possible sur Android. Donc ça commence par là. C'est pas possible de faire ça sur iPhone. Et ça vient aussi du fait qu'on en avait vraiment envie de donner cette possibilité aux gens d'avoir la présence de la messagerie avec tes amis qui soit omniprésente, qui soit partout avec toi sur ton téléphone. Et quand tu es en train de réserver un billet de train, quand tu es en train de regarder les horaires d'un ciné, tu es sûrement en train de discuter avec les amis avec lesquels tu vas faire cette chose, et donc avoir
Chatted en permanence, c'est C'est génial. marrant, moi ça me fait penser à ces petites figurines avec une grosse tête que tu peux poker. On a eu énormément de retours positifs sur Chatted, on est très content de ça. Ouais. J'ai une autre question de Guillaume et de Arnaud, parce que la question revient souvent, c'est pourquoi Facebook Home n'est-elle toujours pas disponible sur Nexus? C'est une très bonne question, je les remercie de l'avoir posée et je n'ai malheureusement pas la réponse. Pas de souci. Encore une fois, on a testé sur différents devices. Bon, j'ai pas vraiment de réponse. On va augmenter la liste. Est-ce que le Nexus va arriver vite ou pas? J'en ai pas la moindre idée. Pas de souci, mais en tout cas, je pense qu'on a fait le tour. Fabien, je te remercie beaucoup d'avoir répondu aux Merci. questions de Julien et de moi. Et puis, Ça me fait écoute, plaisir. bon vol, bon retour en Californie. Merci. Et au plaisir du jet lag. Merci.